Alors, les municipales, chers amis, vous en avez déjà un peu débriefé hier. Hier, tout le monde était en train de débriefer, de suivre un peu au fil de l'eau. Moi, je suivais un peu sur BFM. Bon, c'était un peu la déprime. Mais le lendemain, on s'arrête on va pouvoir prendre un peu plus de recul. Autant sur les points négatifs, sur les points positifs, parce que je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'on va en discuter, mais il y a un peu des deux. Et on va commencer par regarder ce schéma qui traduit un petit peu le titre dans la presse française aujourd'hui, qui est une percée du RN et de la France Insoumise au municipal. Donc, si vous voyez en 2020, on voit en rose foncé et en bleu les scores de la France Insoumise et du Rassemblement National. Donc, c'était au municipal de 2020. Donc, on voit qu'ils étaient respectivement à 7%. Et là, on voit qu'ils s'approchent tous les deux de 14% et de 16%. Donc, on voit un peu que le bloc central se rétrécit doucement. Plus doucement, je pense, qu'au présidentiel. Moi, je suis sûre, même qu'au présidentiel. Et le fait est qu'il se rétrécit aussi doucement du présidentiel. Paul Hellec ou Lila, qui veut commencer? Est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça dit, en fait, cette évolution? Vas-y, si tu veux. Je ne sais pas exactement ce que ça dit précisément, mais en tout cas, il y a, même dans les médias mainstream, ils sont obligés de témoigner et de reconnaître qu'il y a une percée historique de la France Insoumise. Je crois qu'en nombre de voix, ils ont fait 11 fois plus qu'en 2020. Donc c'est très massif. Et voilà, et donc c'est... il faut rappeler que la France Insoumise a que 10 ans, le mouvement là. Oui, c'est ça. Pour la France Insoumise, il est tout récent. Hein, donc on les a vus au présidentiel, mais au municipal, beaucoup moins. Ouais, et après, en fait, le RN, il y avait aussi... ils ont repris les villes dans lesquelles ils étaient déjà passés. Tu me corriges aussi. Oui, non, mais effectivement, le problème du graphique, c'est qu'il est donc écrit un score agrégé sur les 20 villes les plus peuplées de France. Or, il y a un certain nombre d'endroits où ça se joue bien au-delà. Et effectivement, la première leçon, c'est quand même l'affaiblissement du bloc central. En tout cas, l'idée de dire qu'aujourd'hui, la Macronie, en gros, c'est un pactole d'électorat de droite qui est prêt à être... le centre d'une compétition entre les différents acteurs qui se positionnent, mais qui clairement le pouvoir apparaît comme il est aujourd'hui, déconnecté, hors sol, et en incapacité de s'implanter. Sur la question du RN, effectivement, en fait, c'est aussi peut-être une des leçons. C'est une progression qui est, à mon avis, assez folle et assez éclipsée par le fait que justement dans ces grandes villes, le RN échoue. Dans la plupart des grandes villes. Il échoue dans d'autres villes, il réussit dans d'autres villes. Mais voilà, moi j'ai vu une infographie là avant de venir en préparant un peu, mais dans les villes de plus de 3500 habitants. Alors en 2020 c'est particulier parce que c'était l'élection avec la Covid et il n'avait pas surperformé par rapport à la fois d'avant, donc 2014. En 2014, il arrive à plus de 10% dans environ 410-415 communes. Là, on passe à 500 et quelques. Donc on a quand même plus de 100 communes de 3500 habitants où il passe la barre des 10%, sur dans laquelle il peut donc potentiellement se maintenir, donc éventuellement rentrer au conseil municipal en fonction des situations. Donc effectivement, il y a quand même une lame de fond, et cette lame de fond se fait à la fois sur ces territoires de bastion, c'est-à-dire le nord et le sud. Le sud parce que il y a sans doute la bourgeoisie radicalisée qui participe de plus en plus. Moi, je viens de Nice. L'OAS. De fait, je veux dire, il y a ça. Il y a le fait que si vous regardez même pendant la présidentielle, à Cannes, Valérie Pécresse, elle fait même pas son score national de mémoire. Par contre, Zemmour fait 17 ou 18. À Nice, etc. Dans ces villes-là, on avait vraiment déjà une droite. Le vote Zemmour, pour moi, c'est vraiment la bourgeoisie radicalisée. Elle est raciste parfaitement, mais c'est vraiment en termes de sociologie, d'extraction sociale, d'origine sociale, bien plus. D'ailleurs, à Paris, il faisait son meilleur score, Zemmour, dans le 16e. Donc, on a une possibilité de bascule de cette droite, avec, comme d'habitude, les votes Zemmour, ou avant Dupont-Aignan, des capacités de sas. Vous voyez, la première fois, on dit on va pas voter quand même pour le RN parce que le mot de Le Pen, c'est ça. Puis on vote une fois Dupont-Aignan, une fois Zemmour, et puis au fur et à mesure, on a vu cette dynamique européenne aussi sur le fait qu'il y avait une partie des classes supérieures qui commençaient à voter plus facilement. Au-delà de l'ancrage réel qu'a le Rassemblement national dans les classes populaires, notamment blanches, il ne faut pas se nier. Donc effectivement, deuxième chose, l'absence d'ancrage et le sort sous la sellette du bloc macroniste qui ne sera que mangé. Alors par qui, par quoi? Est-ce que c'est par Édouard Philippe? Est-ce que c'est par... Et de l'autre côté, cette progression du RN qui montre que
malgré la difficulté d'organisation du parti. Je rappelle que, bon voilà, il y a encore, en 2017, il sort pratiquement ruiné, des affaires de financement, etc. Oui. Il arrive quand même à recruter énormément de gens pour essayer de s'installer, et à chaque fois, il met un pas de plus. Et deuxième, donc en dehors du Sud, il y a quand même dans le Nord des endroits, à Lens, il échoue, mais il fait un score dans le bassin lensois assez Lens, c'est la grande impressionnant. ville de foot en plus. Ouais. Ouais. Et, Il y a le gros club là. et dans le bassin lensois, heureusement, il y a encore quelques villes coco qui résistent autour, y compris, je crois qu'il y a Méricourt où le PC regagne au premier tour, où on a des cultures locales qui viennent justement de la culture ouvrière, mais c'est souvent Des villes ouvrières, des symboles d'une culture qui est évanescente. Mais il y a ça. Et après, effectivement, sur la France insoumise, il y a quand même quelque chose à dire, qui est que, en gros, pour caricaturer, dans les endroits où il n'y a pas de risque pour que la ville bascule à droite, l'AFI va faire des scores quand même assez impressionnants, surtout qu'ils n'avaient pas été présents la fois d'avant, et des scores quand même assez intéressants dans les endroits où même ils peuvent être victimes d'un vote utile. On pourra rentrer peut-être dans le Tu détail. penses à quoi? Parce que moi là, je pense David Guéraud à Roubaix qui est largement en tête, mais là c'était pas très surprenant. Je pense que c'était pas très surprenant. Il y a Bali Bagayoko à Saint-Denis qui est le seul de la France insoumise qui est élu dès le premier tour. Non, il y a aussi deux. Il y en a d'autres qui sont dès le premier Bon, tour. après, c'est pas des villes aussi Dis-nous, grandes. dis-nous. Ouais. Mais dans 2 villages, attention. Ah, des villages. Ouais, des villages, mais quand même. Non, mais Faut quand même, vas-y, voilà. vas-y. Dans, sont en élus au Anjou, pire. c'est ça, c'est bien cela Ouais, non, Le mais ça, fameux non, Anjou. chut, ça suffit. Non, c'est dans la Creuse et en Ariège, et Ok. c'est à Agen et Bière. À Agen aussi. Voilà, qui sont où il y a un maire élu dès le premier tour, et il y a quand même différentes communes dans lesquelles ils sont en position Voilà, de gagner au second notamment tour, et ils sont en tête, quoi. C'est ce qui s'est passé un peu à Lille où ils sont à peu près au même niveau que le PS. Si Ouais, je me à trompe pas. quelques points derrière, effectivement. Dans le cadre d'alliance avec les écologistes dès le premier tour, à Toulouse, ils ont fait quand même un score absolument monstrueux. Ouais. Et le Ouais. fait qu'ils aient annoncé une fusion cet après-midi avec le Parti socialiste fait que potentiellement, si la ville passe à gauche, c'est quand même une ville qui est devenue la 4e ville de France. Dernièrement, c'est une ville très dynamique, ouais. dynamique Au plan- et jeune. C'est potentiellement, ça serait une mairie dirigée par l'AFI. Mais ce que je voulais dire par les endroits où ils ont un plus faible, enfin un espèce de vote utile qui les sanctionne un peu, c'est quand même à des endroits. Si on regarde Paris, par exemple. Paris, on il pourrait faut se qu'on en dire, parle, Paris, ouais. Voilà, ils font 11,7 avec les scores finaux. Mais dans ce que moi j'appelle le Paris soviétique, en gros, le 18, 19, 20e, etc. Et on pourrait rajouter un peu du 11e, du 10e. Tu peux montrer la carte, Yazid? C'est assez intéressant. Dans le 18e, l'AFI c'est mené par Daniel Obono, elle fait 19,72, en sachant qu'il y a 2 autres listes de gauche qui font chacune 5%. Oui. Donc, je dirais, et le PS fait à peu près, voilà, un peu plus de 35, je crois. Dans le 19e, vous avez, pareil, un score autour de 20%. Dans le 20e, pareil. Dans le 11e, on tape du 15%, si je crois, de mémoire. Ou en Dans tout le cas, 10e, c'est 18%. dans le 10, voilà. Et si vous regardez, il y a en plus cet effet de vote utile qui se caractérise parce qu'il y a un écart entre le vote au conseil d'arrondissement et le vote pour Oui, la liste pour la mairie. centrale. Et en moyenne, vous avez entre 1700 et 2000 voix de moins entre le vote pour le conseil d'arrondissement. Ce qui montre que, bon, encore une fois, il y a un réflexe de venir sauver la majorité sortante quand on a peur du risque de la droite dans une ville, ce qui n'est pas un réflexe complètement aberrant ou incompréhensible, quoi. Mais même dans ce contexte, et malgré un contexte très difficile en termes j'allais dire, d'ostracisation de la FI de la gauche, avec un parti socialiste qui reprend finalement les mots de l'adversaire pour lui taper dessus, etc., ils arrivent à faire des scores solides. Donc, bon, la situation est effectivement très intéressante pour eux. Et puis, il y a plein d'autres endroits où il faudra regarder. Il y a des trucs marrants, on en parlait tout à l'heure, mais à Volan-Velin, donc c'est là où se présente Hélène Geoffroy, la maire sortante, c'est une des responsables du texte, en gros, de la droite du PS au Congrès. Et ça se joue à 170 voix d'écart, il me semble. Les 2 listes font 40%, celle du PS et celle de l'AFI. Donc, pareil, situation où il n'y a pas de risque de la ville de droite, 40-40, c'est quand même... Oui. Et ça se joue à 130 voix. Il y a des endroits où il y a des villes qui étaient longtemps tenues par le Parti communiste et où ils ne sont pas partis ensemble. Et pareil, à Vénissieux, ça se joue à 170 voix. C'est rien. Qui arrive en tête à Vénissieux? C'est le Parti communiste. C'est le PC, ouais. Mais, enfin, je dirais, ils C'est tiennent ça. la ville depuis C'est ça, bah oui. plus de 60 ans. C'est un bastion, bien sûr. Et
Et ça se joue à très peu, quoi. À la Courneuve, Ali Diawara, il est en tête et normalement la France Insoumise devrait prendre la ville. Oui. Bon, et donc du coup, voilà, il y a des dynamiques. Maintenant, il faut voir, hein, effectivement, il y a aussi des endroits où les listes sortantes, elles ont une implantation et où la dynamique Ah, c'est ça aussi. ne suffit pas. Hein. Enfin, ça permet de s'installer sur le paysage politique, de mettre un pied dans le conseil municipal, d'avoir des listes qui font plus de 10% en moyenne, 12 des fois, etc., sans faire une forme de révolution locale, mais avec des gens implantés sur le terrain, avec des grosses campagnes constructives. C'est là où on passe pour la FI de 10-11 à 15-20, quoi. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça qui est difficile, je trouve, par rapport aux élections présidentielles, qu'on arrive un peu plus à analyser facilement, je trouve. Là, ce qui est dur avec les municipales, c'est qu'en fait, on a tellement de situations locales différentes où autant la France Insoumise peut faire des bons scores en banlieue qu'en faire de mauvais. Et comme tu as dit, je pense que c'est dû à l'ancrage local des listes qui sont existantes. Je prends l'exemple de Créteil, où il y a Abdoul Bar là, pour la France Insoumise qui a fait à peu près 20%, donc qui est extraordinaire. C'est la première fois que Créteil candidate. Et dans cette ville-là, le maire, il est en poste depuis 1977. Et il a fait 60%, quoi. Il a fait un score de dingue. Mais je trouve que c'est extrêmement difficile. Franchement, c'est... Oui, mais c'est parce que les habitudes, quand ça marche ou quand on a l'impression de pouvoir avoir accès, enfin, la municipalité, elle gère aussi des choses qui sont assez concrètes en termes de quotidien, donc les gens sont appuyés. Mais il y a des endroits très étonnants. Moi, donc, je regardais le sud, à côté de chez moi, là où mon père enseignait, il y a quelques villages, c'était une petite vallée qu'on appelait la vallée rouge, parce qu'il y avait une usine de Lafarge et il y avait des villes coco. Au niveau national, maintenant, les votes, c'est le RN à fond, mais au premier tour, il y a 2 petites villes là dans le 06 où les communistes ont gagné des premiers tours. À Comte, par exemple, c'est un petit village, mais enfin c'est parce que pareil, l'implantation, le fait que les gens connaissent, ça permet quelque chose. C'est pour ça que les gens avaient tant critiqué la stratégie de la FI en 2020, disant on enjambe, etc. Alors que ça compte d'avoir un pied dedans. Donc, oui, vas-y, Youssef. Ouais. Pardon. Non, excuse-moi, vas-y. Oui, je dis normalement un maire lorsqu'il est assez intelligent, il perd pas la ville, en vérité. Sauf mandat catastrophique, en fait. Exactement. J'ai l'impression que ça prend coup, oui, parce qu'il y a une déception. Oui, mais ce qui se passe, c'est que souvent... ça passe et sinon il reste, quoi. Si on prend les Balkany, comme le Valois, par exemple, c'est-à-dire que généralement, un maire intelligent, entre guillemets, il a son électorat captif, ce qu'on appelle son électorat captif. Ouais. Il cible un électorat particulier. Et s'il n'y a pas de bouleversement sociologique, parce qu'il y a d'autres choses, s'il n'y a pas de nouveaux électeurs, en théorie, il n'y a aucune raison qu'ils perdent la ville. C'est exactement ce qui se passe dans ma vie. Et oui, c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on avait... Alors, avant, il y avait quand même un aspect positif à cela. À l'époque de la banlieue rouge, c'est qu'effectivement, les maires communistes avaient leur électorat captif. C'est le terme sociologique, hein. Mais effectivement, ils menaient des politiques malgré tout populaires, ouvrières, en faveur de la classe ouvrière qui existait encore en tant que telle, qui était un grand... Bon, voilà. Et c'est ce qui faisait qu'on avait ces maires qui étaient là depuis très très longtemps, dans des villes comme ma ville, Argenteuil, ou la Courneuve, etc., etc., etc. Après, il y a les bouleversements sociologiques qui arrivent. Et c'est ça qui change la donne. Ou des gros problèmes, des mauvaises politiques, comme ce fut le cas à Argenteuil de la part du maire communiste Mondargent, qui a mené une politique absolument délirante, à un moment, par crainte des nouveaux électeurs. Des nouveaux électeurs musulmans, entre guillemets. Et j'aurais peut-être l'occasion un jour de faire une émission sur Argenteuil, parce que le cas d'Argenteuil... Non, mais le cas d'Argenteuil était... Mais oui, mais là, on commence à en avoir beaucoup entendu parler aujourd'hui. Le candidat, il est pris pour le second tour, je crois. Alors, maintenant, ça a changé, heureusement. Alors, je parle d'Argenteuil avant, hein. C'est qu'il y a eu une dynamique nouvelle, et d'ailleurs, Argenteuil, c'est tant mieux, le Parti communiste s'est ressaisi, parce qu'à l'époque, c'était scindé en deux. Et il y a une alliance du Parti communiste et de la FI à Argenteuil qui est extrêmement prometteuse. Ouais. Et c'est ça, justement. Je pense que le Parti communiste d'Argenteuil a réfléchi un petit peu sur les... Voilà. Ils font 26,5, ouais. Oui, c'est extraordinaire. Parce que le maire Mautron, c'est un descendant de la vieille bourgeoisie qui tenait la ville dans les années avant l'arrivée du Parti communiste en 1934. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que donc normalement, alors, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, il y a des bouleversements sociologiques, et c'est l'exemple que tu donnais dans la Vallée Rouge, là, par exemple. C'est ça, c'est que normalement, on a un maire qui est là, qui a son électorat, et il n'y a aucune raison que ça change. S'il mène bien sa barque, voilà.
Mais c'est intéressant quand même sur cette question de la banlieue rouge. Après, on peut passer sur les questions d'alliance dans les grandes villes, etc. Mais Ouais. Ouais, on va en parler aussi. déjà, effectivement, quand il y a eu des alliances, parce qu'il y a eu des alliances qui ont été passées entre l'AFI et le PC, notamment des alliances, on va dire, plutôt locales, avec des branches du Parti communiste qui sont en fait pas forcément les plus favorables à Fabien Roussel, notamment Oui, en c'est ça. banlieue rouge. Pour quelle raison? C'est ça. Parce qu'ils vivent en banlieue rouge. Et en fait, vivre en banlieue rouge et avoir des gens qui militent au Parti communiste dans cette, dans cette banlieue populaire, bah, le discours de Roussel est inacceptable, y compris pour eux. Et souvent, ça leur réussit mieux, ces endroits où il y a des alliances, parce que ça permet d'avoir, le pied de cette dynamique locale, de ces implantations, et de l'autre côté, la force du phénomène LFI. Ailleurs, c'est plus compliqué. Donc vous avez quand même le Parti communiste en région parisienne, à la Courneuve, donc ils ont perdu face à la LFI la tête de liste, on verra comment ça se passe au deuxième tour. À Fleury-Mérogis, ils perdent face à une candidate d'hiver gauche. À Pierre-Laye, ils perdent la ville face à la droite. À Bobigny, Villejuif, Noisy-le-Sec et Corbeil, vous avez des situations de ballottage, pardon, comment on appelle ça, de ballottage défavorable. À Bobigny également. Il est bien, ce pour le schéma, PC, vous voyez. pour le bon candidat du PC. À Bobigny, Non. à Bobigny, je me suis. Non, en haut, c'est 1977, les villes Ouais. communistes, et en bas, c'est en 2020. On n'a pas 2026, du coup? On a Bobigny, non, on n'a rien Voilà. pour Bobigny. Il faudrait regarder, peut-être je dis une bêtise dans mes notes. Non, mais oui. là, c'est 2020, c'est Ce que je veux normal. dire, c'est que des fois, quand le PCF a perdu des villes, il y avait l'espoir que les villes perdues en 2014 2020, elles puissent la fois d'après rebasculer. Et là, vous avez notamment dans le Val-de-Marne, ce qui est quand même une tragédie, parce que quand le Val-de-Marne était un département communiste, vous aviez le pass Navigo à moitié pris pour les habitants, pour les étudiants. Enfin, c'était des vraies politiques sociales. Et là, vous avez toutes les villes qui avaient basculé, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Morson-sur-Ange, Champigny. La droite gagne dès le premier tour, ce qui fait très mal au Val-de-Marne. Bref, en Villetaneuse, la liste de l'ancien maire finit 3e, même si elle n'était pas sortante. L'ancien maire communiste. Ouais. Ça, c'est des listes sortantes où ils n'étaient pas sortants cette fois-ci directement, mais ils ont été par le passé. Qui arrive en tête à Villetaneuse? Je crois que... C'est la FI, non? Non, je crois que la FI est deuxième, mais il faudrait voir. Oui. En Blanc-Mesnil, la liste PC est 3e derrière la droite, puis les SOS. Enfin, donc il y a quand même... Ah ouais, alors que Blanc-Mesnil, c'était un bastion PC aussi. Ça se passe un peu mieux dans la banlieue rouge autour de Grenoble, vous avez chez Échirol où le PC fait 45 sur... ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a aussi en ligne de fond, dans la gauche, un truc qui montre, et je pense aussi, dans le Val-de-Marne, on est vraiment sur ces questions de changement sociologique et de ce que ça veut dire, d'avoir une culture locale avec tous ses défauts qui disparaît et parce qu'en fait le problème c'est quand les villes passent à droite après C'est ça. le niveau de mobilisation qu'il faut des populations énorme. est extrêmement fort. Bah oui. Et là en termes d'implantation locale ça compte pour pouvoir et c'est aussi un des C'est ça le trucs, problème. c'est que l'AFI fait des scores intéressants notamment. Moi, je ne veux pas être pessimiste, c'est juste pour être. Non, vas-y. Mais en vrai, on voit bien que, c'est pas la participation, voilà, la plus faible. C'est ça. En fait, Saint-Denis, etc. Il faut construire. En fait, il y a Il faut qu'on parle de l'abstention, oui. Ils ont mis la première pierre d'une construction. Jusqu'à présent, c'est pas forcément ce qu'ils avaient fait. Et là, il faut les féliciter pour ce qu'ils ont fait. Oui. L'étape suivante, ça va demander un engagement supplémentaire de long terme, quoi. Bah, c'est vrai que l'abstention, c'est quand même un sujet sur ces élections. Alors, par rapport à 2020, je crois que c'est pas une cata, mais si on compare un peu plus historiquement, en 1980, le taux de participation était de 80% au municipal. Et ben là, il est à 50% en 2026. Donc, c'est pas ouf. Et dans les quartiers populaires, c'est même en dessous de 50%. À Saint-Denis, pour élire Bali Bagayoko, le taux de participation, il est à 42%. Alors, donc, c'est pas énorme. On est dans des taux un peu faibles. Et c'était Yazid qui me disait ça tout à l'heure. C'est que 54% de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon aux précédentes présidentielles C'est ça. n'a pas voté C'est ce que j'allais dire. cette Oui. fois-ci. Donc, mais je pense Ouais. pas que c'est spécifiquement l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui ne vote pas. Mais bien évidemment que les abstentionnistes, c'est plus ceux qui sont dans les quartiers populaires, c'est plus les classes précarisées. Donc forcément qu'il y a un lien de corrélation entre des plus faibles scores que de la France Insoumise. Vas-y. Ouais. Excuse-moi, oui. Vas-y. Je crois que les classes populaires, on accorde moins d'importance à l'élection municipale par rapport à la présidentielle, paradoxalement. Alors que normalement, ça devrait être les populations les plus concernées par les politiques locales. Après, il y a peut-être une logique aussi. C'est une impression, hein, mais Oui, mais je pense qu'il y a. difficile. Oui, parce que non, vas-y, excuse-moi. Non, mais c'est ce que Mirabel disait aussi hier sur le plateau, que en fait, il y a de moins en moins de capacité des municipalités à faire des choses. Enfin, Oui, mais elles ont des budgets assez faibles. Oui, mais ouais. Elles ont des compétences un peu on a restreintes. l'impression que ça se Oui, mais Et du coup, peut-être qu'en fait, ces choses un peu concrètes, peut-être que du coup, ça se retraduit. Oui, aussi mais dans, non, dans le désintérêt que peut avoir une partie de la population.
Il y a aussi un problème de personnalité. Je veux dire, à la présidentielle, on a une plus de personne. grands tribuns. Mais oui, non, ça, mais le c'est vrai. problème. La présidentielle, c'est vrai. l'élection. Ouais, avec un ouais. grand Ouais, E. voilà. C'est Et puis le truc où tout le monde se sent un peu Non, concerné. On en parle voilà. pendant 2 ans. Tout le monde est un peu Moi, je investi. pense- je Et même pense là, que- mais même au présidentiel, tu as de l'abstention qui est énorme. Et c'est un sujet à chaque fois. Oui. Il y a beaucoup moins quand même. Donc, mais Oui, beaucoup je sais moins, bien, mais pour les classes évidemment. populaires, j'ai l'impression que Ouais. on va se sentir plus concerné par une élection nationale que par une élection. Alors peut-être, alors ce que dit Mirabel, oui, j'entends bien, et c'est vrai que, mais je pense que c'est quelque chose de toujours, enfin, qui est très ancien même. On n'a pas l'impression, comment les gens n'ont, je sais pas là, il y a une sorte de désaffection pour l'élection locale. Et je crois que c'est peut-être qu'on n'explique pas assez bien à quel point ça peut modifier le quotidien. Ouais, Et en tout cas, pour ceux qui ont vécu, pour ceux qui ont vécu ce serait donc à mon avis même un excellent thème d'émission. Dans les banlieues rouges. Oui, Ouais. mais oui, on n'a jamais fait, mais parce qu'il faut que les gens aient une vision concrète de ce que. Si, mais tu as fait un épisode d'un podcast. Oui. dans un podcast. C'est un des plus écoutés en plus. Tout à fait. Mais oui, parce que Ouais. et c'est pour ça que excusez-moi juste de revenir là-dessus, mais c'est vrai que parce que la FI qui maintenant aborde une nouvelle séquence politique. Tentative d'implantation, etc. Et en fait, elle marche un petit peu à l'inconnu. Qu'est-ce que ça peut être une véritable politique sociale ? Et je crois que, sans vouloir idéaliser ce qui se passait dans les banlieues rouges, mais bon, moi, j'ai donné mon expérience, étant né, ayant toujours vécu à Argenteuil, de ce que ça pouvait être. Des choses qui nous paraissaient normales, nous, à l'époque. Des choses qui nous paraissaient absolument normales. Comment, au niveau de la cantine, c'était 3 fois rien. Au niveau des colonies vacances, au niveau du centre culturel, au niveau d'apprendre à jouer d'un instrument, au niveau de tout ça, etc., qui étaient les bibliothèques, etc. Et des choses qui nous paraissaient absolument évidentes. Et c'est après coup qu'on se rend compte que c'est pas du tout évident. Et c'est avec le retrait de tout cela. Donc, qu'est-ce que ça peut être une politique rouge, une politique sociale ? Et ça, ce serait vraiment intéressant. Est-ce que l'époque dans laquelle on est permet encore une politique rouge, une politique sociale ? Eh bien, écoutez, Faut aller je vais les- faire, grâce à votre question, de l'auto-promo. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo avec un des auteurs du livre de la Boétie sur leur stratégie municipale. Ouais. Elle dure 1 heure, vous pouvez la regarder, elle est sur YouTube. Et justement, il y a à la fois le débat qu'on avait, à savoir, il montre que la ville néolibérale s'organise avec une forme de technicisation des enjeux, donc avec un déplacement de certains enjeux en éloignement des dynamiques populaires. Dans les collectivités territoriales. Exactement, le fait que dans la région. l'intercommunalité a produit des formes de consensus où vous vous retrouvez avec des élus de différentes couleurs politiques qui vont gérer de plus en plus de sujets qui sont pourtant cruciaux, comme notamment la gestion des réseaux collectifs que sont la gestion de l'eau, la gestion des déchets, etc. Et donc, Je travaille dans le Oui, mais l'intercommunalité, c'est vrai que ça. voilà, et donc ils partent dans leur bouquin de ce constat avec une grosse partie géographie sociale critique, appuyée sur des marxistes comme David Harvey, etc. Et puis derrière, ils expliquent quand même que du coup il y a des possibilités, mais que pour ça c'est se réinscrire dans cet héritage de la banlieue rouge. Et ils essayent d'en tirer un bilan, en tout cas c'est un certain nombre de ces politiques sociales, et ça peut expliquer aussi ce que tu disais, pour savoir pourquoi des classes populaires seraient plus lointaines en tout cas de cette participation. Déjà il faudrait regarder lesquelles et pourquoi. Ce qui est vrai et ce qui est assez impressionnant, c'est que la capacité du Rassemblement national à mobiliser, y compris au sein de ces classes populaires, de façon assez constante, même si c'est moins qu'à la présidentielle, etc., interroge et expliquer pourquoi on a un électorat qui est, plus en difficulté, notre camp social, à mobiliser de façon plus constante sur ce genre d'enjeu. Il faudrait voir notamment si, justement, c'est parce que la proximité qu'on vit avec les mairies disparaît à mesure que les mesures concrètes d'amélioration quotidienne des gens changent. Par exemple, dans leur bouquin, ils disent on va faire comme la carte famille nombreuse, mais pour les familles monoparentales, qui sont un phénomène en pleine expansion dans nos mairies. C'est ce qu'ils proposent en disant, voilà, et avec de nouveau une carte qui permet d'avoir des accès à des tarifs préférentiels et ça. C'est-à-dire comment on reconnecte, mais pour reconnecter les populations, il faut effectivement retrouver un chemin dans lequel ils savent concrêtement que le tarif à la piscine, au conservatoire, au truc, etc. Et ça, c'est difficile, mais il y a des marges de manœuvre. Ils parlent aussi de tout un truc sur les villes refuges. Ils disent on va créer des services juridiques d'accompagnement sur les violences policières, accompagner et porter plainte, se porter partie civile avec les habitants contre la police, contre l'État quand il y a des violences policières. Enfin, ils essayent de développer des idées, c'est intéressant si vous voulez regarder un peu ce qu'ils font. Mais effectivement, je pense que c'est aussi l'enjeu de... On est un peu à un moment du renouveau, j'ai l'impression, où on recommence à investir ce terrain-là, on recommence à avoir des imaginaires, à imaginer, parce que justement, il y a l'actualité des élections. C'est aussi un peu ça va prendre du temps, je pense, pour que ça advienne. Soyons concrets. On peut comprendre la stratégie nationale d'accession au pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas ne pas la jouer
Le problème, c'est que la gauche, généralement, quand elle a réussi, enfin notre camp social a réussi à marquer des points, c'est quand c'était pas par effraction, quoi. C'était par une construction longue d'une conscience de classe, pleine d'une diversité, avec des débats contradictoires. Et la possibilité d'être à l'échelon local quelque chose de concret dans la vie des gens, ça compte énormément. Ça compte énormément. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'AFI qui, effectivement, j'ai vu tout à l'heure dans le chat quelqu'un qui dit c'était pas joué en 2020. C'est vrai que c'était compliqué. Pourquoi ? Je pense que il venait d'arriver, je pense, c'était trop récent. Ouais, je pense qu'entre 2017 et 2020, la forme de l'organisation de la France Insoumise était vraiment une machine électorale et en phase de transition vers une machine d'organisation d'activistes, c'est-à-dire de gens capables de mener des campagnes, etc. Mais de là à passer à une forme d'organisation militante au sens de cohérence idéologique, formation, ça prend du temps. Et d'ailleurs, on le voit, ils ont maintenant des écoles de cadres avec l'Institut La Boétie. Où ils font 2 promotions par an. Mais c'est vrai que... Beaucoup de nouvelles têtes, hein, c'est aussi ça ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de nouvelles têtes qui ne sont pas connues. Oui, mais justement, mais qu'il faut postulent, former qui mènent pour, des campagnes. C'est ça, ouais. qui sont formés depuis quelques années et qui commencent à se lancer dans la vie politicienne. Quoi, D'ailleurs, à Lille, les socialistes ont ri quand ils ont vu la nouvelle candidate de la France Insoumise en disant ils n'ont pas mis de député. Donc c'est bon, c'est plié, quoi. Et au final, ils finissent 2-3 points devant comme ça, quoi. Et mauvaise nouvelle parce que les écolos ont fait alliance avec le PS à Lille. Ouais. À Lille, ah bon, mince. Alors, juste avant de parler des alliances, moi, je voulais juste vous interroger juste un peu sur la dynamique générale, sur... Bah, quand même, on se rend compte que le PS, même s'ils sont mis un petit peu en difficulté par la nouvelle gauche France Insoumise qui leur fout un peu la pression, ils maintiennent quand même bien leur place. Comment vous expliquez qu'au municipal, ils arrivent à maintenir leur place, alors qu'on va pas se mentir, au présidentiel et aux récentes élections, ils sont un petit peu plus à la traîne, quoi. Pourquoi au municipal, ils sont encore là? Tu parles de qui? De l'AFI? Non, le PS. Le PS. C'est aussi lié au choix historique qu'ils ont fait, en fait, parce que il me semble en tout cas que c'est un parti qui avait fait le choix d'avoir des élus depuis longtemps et d'investir dans les villes. Enfin, en tout cas, à d'autres échelons que l'échelon juste national. Et voilà, et du coup, en fait, ils ont des gens qui sont formés à ça depuis longtemps. Et c'est la politique qu'ils mènent depuis longtemps. Après, bon, c'est pas une explication magique. Les mais gens moi, sont je dirais que de leur maire PS. Moi, je me pose la question. Parce que moi, pareil, j'ai un maire LR. Dans la ville de mes parents, c'est un maire LR. Donc, je sais pas. Mais c'est aussi qu'il y a une différence, je pense, en fait, les sanctions politiques, en fait, un peu du PS au niveau national, en fait, se retranscrivent pas toujours au niveau local. Notamment parce que ce qu'on disait sur... Enfin, il y a des villes où ils mènent des politiques vraiment catastrophiques, mais il y en a sûrement plein où, en fait, ça se voit à peine, quoi. Je voulais juste revenir sur ce que disait tout à l'heure. Mais après, ma question m'intéresse aussi. Oui, je vais répondre aussi à ta question. Juste dire par rapport à l'AFI, le fait que l'AFI n'a pas encore une culture des élections municipales, etc. Hein. Ouais. Bon, je prends encore exemple sur le Parti communiste. Entre le moment où le Parti communiste apparaît, au congrès de Tours, hein, donc après, merci. Ouais. Après 1920-21, eh bien, lorsque le Parti communiste va naître, hein, réellement en 21, il faut savoir qu'il a fallu plus de 12 ans avant que le Parti communiste se lance dans les élections. C'est énorme. Il a fallu une douzaine d'années. Hein. C'est aux alentours de 32 que le Parti communiste va commencer à se lancer dans les élections, je crois. Auparavant, le Parti communiste considère que les élections, c'est un art bourgeois. Hein, de toute façon, c'est bourgeois, que ça ne concerne pas, que c'est la bourgeoisie, que voilà, qu'on va pas se fourvoyer là-dedans. Puis finalement, il va commencer à se lancer dans les élections au plan municipal. Au plan, évidemment, aussi des législatives, mais il refuse de participer au gouvernement. C'est ce qui fait que le Parti communiste ne sera pas dans le gouvernement du Front populaire, contrairement à ce que les gens pensent. Hein. Il n'y aura pas de ministre communiste. Hein. Et il soutiendra le Front populaire, mais il ne fera pas partie du gouvernement. Et ce que je veux dire, c'est que donc il a fallu tout ce temps pour que le Parti communiste comprenne, commence à s'installer. Vous voyez ce que je veux dire, et commence à développer une culture au niveau électoral, municipal. Donc c'est pour ça que je dis que la France insoumise, alors, il y a une contraction du temps maintenant, on est bien d'accord, mais c'est évident qu'il a fallu un certain temps pour qu'on commence à se mettre dans ce rythme d'élection, parce que c'est contraignant, c'est toute une culture. Et pour répondre à ta question concernant le PS est le parti qui a le plus grand nombre d'élus locaux en France. Donc au municipal, absolument, au municipal, il est avantagé, il a des notables locaux, etc. Alors, des notables locaux, ça veut dire quoi? Au niveau du quotidien, ça veut dire des gens qui donnent des subventions, ça veut dire des politiques clientélistes, hein.
Ça s'appuie beaucoup sur le clientélisme aussi. Hein. C'est ce qui permet au PS de se maintenir comme cela. Et ça, on le disait hier, mais le clientélisme, c'est la plaie, c'est la véritable plaie en vérité. Hein. Et on peut tenir une ville. Certaines villes, je connais certaines politiques électorales, on peut tenir une ville en la segmentant au niveau des populations, en promettant aux uns, etc. Et voilà. Donc, c'est ce qui fait que le PS se maintient malgré tout, et indépendamment du discrédit qu'il peut avoir au plan national. Oui, bon, alors, déjà, si on veut regarder du côté optimiste de la situation, c'est pas le grand PS, c'est-à-dire le maintien des partis socialistes et de certains maires, etc. C'est pas la période qu'on a eue sous Hollande, où vous avez tous les pouvoirs, y compris le Sénat, ou quand oui, bien sûr. Électorale, c'était des cartes roses à n'en plus pouvoir face à la droite. Hein, donc déjà, je remarque que souvent ils sont en alliance, ce qui explique aussi des scores importants. Que quand les écolos ne sont pas de la partie et sont avec la France Insoumise, comme c'est le cas à Toulouse, comme c'est le cas à Limoges, vous avez le PS qui est derrière, qui est pas en tête de la gauche. Pas partout, hein, c'est pas vrai, il faut se le dire, mais c'est intéressant de voir que déjà, il y a des petites dynamiques, quoi. C'est pas le PS hégémonique d'avant. Oui. Si tu veux, tu auras une place au conseil municipal si tu tiens bien sage sur un banc, ou qui en sortant reconduit ses majorités en faisant des deals où les gens acceptent des places mais savent qu'ils n'ont pas de possibilité. Là, ils sont attaqués frontalement à plein d'endroits et ils perdent des plumes, ils se font plumer quand même, hein, il faut le dire. Deuxièmement, effectivement, par provocation, j'allais dire peut-être que la capacité de trahir du PS, qui est quand même assez légendaire, elle est peut-être moins au niveau local qu'au niveau national. On peut dire que c'est vrai quand même que des élus socialistes ont participé de ce mouvement qu'on disait avec la métropolisation, les intercommunalités, etc., de sortie de la gestion publique d'un certain nombre de services. Ce qui est vrai, c'est quand même qu'à partir du moment où c'est devenu un sujet, y compris un sujet de mobilisation citoyenne, etc., la pression mise à des municipalités de gauche sur ces questions les a aussi amenés à avoir des fois un retour sur cette question de la gestion privée, de l'eau, etc. Donc, en gros, les gens aussi voient dans le PS sortant des points d'appui, parce que c'est vrai que on voit très bien aussi la différence en contraste avec la droite. Quand vous écoutez Rachida Dati, ce qu'elle dit sur le logement social et ce que dit Emmanuel Grégoire, la différence est quand même assez flagrante. C'est vrai que ça fait... Voilà, et donc du coup, les gens sont cohérents dans des périodes où aussi, je veux dire, sous mobilisation en partie de l'électorat de la France Insoumise, en partie, mais de l'autre côté, l'idée que dans la période qui est marquée par une crise, des difficultés, etc., on ne fait pas les fous. Enfin, je veux dire, c'était le même résultat qu'on a vu un peu en 2020 sur le fait qu'il y a une prime sortante. Donc voilà, c'est aussi pour ça que pour l'expliquer. Ça n'empêche que je trouve que le PS, pour ce qu'il a représenté, et en plus du fait qu'il a une histoire centenaire en termes de mouvement, de courant social... Et voilà, mais c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que à mon avis, ça va quand même être sa stratégie. C'est-à-dire que pour l'avant, on nous explique que les municipales préfigurent la présidentielle. Je n'y crois pas. Non, je crois pas. Je pense que c'est absurde. Ça n'a rien à voir en termes de dynamique. C'est ça. Mais je pense que c'est le discours qui va être tenu. Il commence déjà sur les plateaux de télé. J'ai vu. Christian Barbier, c'est ce qu'il raconte partout. Voilà, et puis avec beaucoup d'inquiétude. Oui, et puis ils nous disent, regarde, quand ils veulent taper sur la FI, ils disent à la présidentielle ou à la législative, Mélenchon fait tant dans ce quartier. Regardez combien il fait au municipal, c'est ridicule. Bon, ce qui est encore une fois un raisonnement. Ils interprètent quand ça les arrange, quoi. Exactement. Mais il faut se le dire, tenir effectivement une mairie et avoir des ancrages. Regardez, il y a un cas qui me semble étonnant, mais la candidate socialiste à Strasbourg. Oui. C'est pas la candidate sortante qui était la maire écolo qui est en difficulté, même si elle vient d'annoncer qu'elle s'alliait avec la France Insoumise. Et c'est l'ancienne maire de Strasbourg, mais qui l'était il y a 15-20 ans, et qui arrive et elle fait un score de fou furieux au premier tour. Donc ça veut dire que, encore une fois, quand on a marqué un endroit, une ville, etc., les noms, ils marquent. Genre, on se rappelle de son maire. Moi, je me rappelle de l'ensemble des maires que j'ai vécu à Nice. C'était vraiment pas par plaisir. Ah là là. Mais l'Alabama française. Mais en parlant de Nice, tiens, juste pour dire un truc, c'est que là, donc Ciotti va sans doute gagner à Nice. Ciotti, mais c'est... ce qui est terrifiant. Pas la France Insoumise. Ouais. Surtout pas. Mais en vrai, on a déjà eu un maire qui s'appelle Jacques Perrin en 95, qui en fait a été adhérent du Rassemblement National, du Front National à l'époque, jusqu'en 94. Ah oui. 94, il crée une petite partie locale, il quitte le FN.
Il a le soutien de l'ancien maire sortant, qui était un escroc, Jacques Médecin. Ah, Et Jacques Médecin, il faudrait gagne la ville. faire une émission sur Jacques Médecin. Ce mec qui est parti en Amérique latine. Monsieur Apartheid, qui avait jumelé la ville avec la ville du Cap. C'est possible. Enfin, voilà, vraiment, c'est. Et c'est juste pour dire que l'histoire de Nice avec l'extrême droite est ancrée depuis longtemps, quoi. C'est-à-dire que ce mec, maire de Nice, quand il s'est fait détrôner, c'est par Christian Estrosi, et la fois d'après, il a réessayé de virer Estrosi, et il l'a fait en renouvelant ses liens avec l'extrême droite locale, notamment les réseaux identitaires, etc. Donc voilà, bref, la transition n'était pas parfaite entre le PS et l'extrême droite, mais Nice, un enfer. Oh là là. Un problème. Et maintenant, c'est Benito qui va être maire de Nice. Et donc là, dans l'actualité, ce qui va nous suivre là maintenant jusqu'à demain, c'est un peu le sujet des alliances. Donc ils ont parlé de ça toute la journée dans les médias. Je sais pas ce que vous avez écouté. Moi, j'ai écouté Marine Tondelier ce matin sur France Info. Où c'est la question, c'est dans quel cas est-ce que on doit faire alliance avec la France Insoumise contre le RN? Dans quel cas est-ce qu'on doit sortir de l'élection pour favoriser la liste de gauche? On peut peut-être prendre un peu les gros cas qui sont un peu dans l'actualité. Donc, on a le cas de Lille, où on a en gros le PS et LFI qui sont à peu près qui sont au second tour à peu près au même taux, autour de 20%. Et donc, les écolos qui vont faire alliance avec le PS au lieu de faire avec la FI. Alors, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils font avec le PS plutôt que la FI. Je ne sais pas si vous avez compris. Je pense que c'est des tambouilles locales, non ? Ouais, effectivement, c'est un peu compréhensible. D'abord, les écologistes, la dernière fois, ils étaient à 200 voix de gagner la mairie. Et du coup, ils ont siégé dans l'opposition pendant tout le mandat, ce qui était un signe que pour la France Insoumise, il y a une possibilité d'alliance. Néanmoins, ils l'ont fait. Moi, des communiqués des candidats de la France Insoumise, apparemment, la France Insoumise leur a proposé 50-50 en termes de représentation d'élus. C'est ça, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Assez important maximum, en termes Cadérey, oui, c'est ce que tu dis. Donc, le PS aurait profité. Leur a proposé plus que 50. C'est étonnant. On leur a proposé des postes importants. Je ne sais pas ce qu'ils leur ont proposé en termes qu'on appelle ça, de délégation et de postes, etc. C'est très étonnant comme revirement. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'une partie des gens, des écolos, étaient plutôt contre, y compris dans la liste. Donc, il faut voir si peut-être cette semaine, ça va pas être une actualité politique il y aura un suspense quand même. De bataille rangée à Lille, quand ailleurs, effectivement, il y a des alliances. Non, mais c'est contre nature, en plus de s'allier avec le PS quand on est voilà. Surtout si. Quand on est face à un bastion... On était dans l'opposition et tout d'un coup on s'allie avec... Et puis quand on est face à un bastion, c'était le cas des bastions PS, des bastions PC, etc. On sait que pour renverser un bastion, il y a un moment, il faut prendre appui sur l'extérieur, quoi. Enfin... Lille, je rappelle, c'était Martine Aubry, qui a été maire depuis plus de 20 ans, je crois, et qui l'a elle a passé la main en mars 2025. C'est une que font beaucoup de gens élus pour pouvoir faire en sorte d'avoir un an avant l'élection où le maire ou la maire se fait connaître. Oui, c'est le grand bastion socialiste. C'est un enjeu Lille parce que c'est la grande ville du Nord, très jeune, très populaire. Bien sûr. Voilà, très de gauche en fait. Moi, je fais mes études à Lille, c'est vraiment une ville de gauche, franchement. C'est le grand bastion socialiste, Lille, en France. C'est la capitale du socialisme en France. Ensuite, oui. On a Paris aussi. Donc là, Paris, c'est un peu plus, on va dire, tranché avec Emmanuel Grégoire, donc pour le Parti socialiste, qui est en tête. On a derrière lui Rachida Dati et encore derrière Sophia Chikirou. Donc Rachida Dati a refusé l'alliance avec Sarah Knafo, qui était encore en dessous. Mais par contre, elle s'allie avec Bournadel. Voilà, tu veux en dire un mot? C'est le macroniste, quoi. Donc, en gros, les macronistes, on pouvait se dire que... Enfin bref, ils auraient pu... Les macronistes, en fait, auraient pu peut-être se retirer et reporter leur voix vers le PS. Enfin, c'était une possibilité. Mais du coup, ils font le choix d'aller sur leur droite. Enfin, leur droite, c'est un peu plus compliqué que ça, mais... Oui, je pense que Rachida Dati est fébrile. On l'a vu sur des plateaux face à ces affaires de corruption arrogantes, voire méprisantes et méchantes même. Et là, on l'a vu mielleuse comme jamais, toute gentille. Je pense que c'est un mauvais score quand même pour elle. Division à droite. L'enjeu, c'est que je pense que le coup de la division à droite est moins fort. C'est-à-dire que Pierre-Yves Bournazel, il a fait campagne effectivement contre elle, ils ont mis en scène leur opposition. Maintenant, le fait qu'ils veuillent récupérer des places et qu'elle doit sans doute l'acheter à cher aussi en termes de places, fait que les électeurs de droite, ils sont quand même assez cohérents dans leur volonté de refuser la gauche de manière générale. De la même manière,
Rachida Dati n'a pas annoncé d'alliance avec NAFO parce qu'elle ne veut pas non plus susciter en face une surmobilisation à gauche dans son alliance, mais les gens qui ont voté Sarah Knafo, ils vont pas voter à gauche, ils vont voter à droite évidemment. Sans aucun problème. Donc, l'alignement des planètes à droite, c'est qu'on aura une union, mais qui correspond encore une fois à l'union idéologique de toute la France de droite des années là. Hein. Mais est-ce que les affaires de corruption de Rachida Dati, ça peut jouer sur le fait que des macronistes modérés se reportent sur Grégoire? Moi, j'ai du mal. Enfin, je pense que c'est très difficile à mesurer, de la mais fiction, mais en fait, je pense que la question du poids des affaires est toujours très difficile à mesurer. Regardez, et même pas la à pression, droite. non. En tout cas, on pourrait dire. Avant, on disait les classes pop sont beaucoup plus sensibles à ça parce que le pouce pourri. Regardez David Rachlin du RN, il a des affaires de fou. Il est réélu au premier tour. Pour moi, ça joue pas beaucoup. Louis Alliot, il est réélu au premier tour. Ça ne joue pas. Ciotti. Les gens, ils votent pour leur camp, pour leurs intérêts, ils votent pas parce que. Mais bien sûr, surtout dans des périodes où ça se resserre en termes de polarisation. Franchement, c'est le tous pourri, c'est un truc qui a été inventé, mais en fait, c'est pas même c'était faux cette histoire d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que Emmanuel Grégoire, il est à l'image de son parti, c'est-à-dire qu'il fait l'irresponsable, quoi, parce qu'il refuse l'alliance avec Chikirou. Ça, vous en pensez quoi? C'est irresponsable, vous pensez? Oui, après c'est moins irresponsable que si de la part du PS, d'abord c'est grave. Je pense que c'est grave. Hein. C'est complètement irresponsable de toute façon. En même temps, c'est un peu cohérent avec la politique suicidaire du PS actuellement. Je veux dire, Oui, mais ça a été leur ligne plutôt nationale où en fait où il y a. C'est leur ligne nationale. Pourquoi ils refusent? C'est parce qu'ils veulent pas donner du pouvoir à LFI, parce qu'ils ils veulent pas s'y associer. Ils ont fait campagne. De s'associer. C'est quoi? Ils ont fait campagne contre la France Insoumise en disant que c'était des antisémites, en disant que c'était des infréquentables. Donc en fait, ils tiennent encore cette ligne-là. Et en fait, il se trouve que c'est quand même ces politiques-là qui vont faire perdre la gauche potentiellement à différents endroits. Puisque ils sont prêts à risquer des défaites de la gauche pour essayer de forcer la France Insoumise à se retirer du second tour, alors qu'en fait c'est pas possible. Comme à Marseille, mais aussi parce que Paris est proche du national. Alors que dans les petites villes, ce qui est possible dans d'autres villes, l'est beaucoup moins à Paris, parce que vu les déclarations du PS national, pas d'accord national avec la FI, etc. À Paris, on est proche du national, je veux dire. Donc on se conforme à cela, je veux dire. Dans d'autres villes, on suit beaucoup moins cette consigne de non-alliance avec mais Paris, c'est vraiment le national. Je crois que c'est aussi pour ça. Et on ne peut pas dédier la position nationale. On ne fait pas d'alliance nationale avec la France Insoumise. Donc c'est un peu pour suivre cette ligne. Il y a ça. Oui, le PS parisien est hidalguiste. Hein. C'est vraiment pas le PS le plus à gauche de France. De fait, je rappelle que c'était Anne Hidalgo. Hein, je veux dire, elle aussi était bien fracassée quand elle parlait de la FI. Je pense qu'effectivement, au-delà de l'irresponsabilité, c'est un coup. Il y a d'abord une forme d'arrogance, l'idée que seuls ils vont gagner tranquille. C'est ça. Ou tranquille, je sais pas, mais qui mettent en scène cette forme de nous, ça va le faire. Ils ne pensent pas une seconde qu'une partie du peuple de gauche est sincèrement fâchée avec eux, entre guillemets. Ils ont du mal à l'imaginer. Et deuxièmement, en fait, c'est au-delà de on s'allie pas, c'est ils veulent exclure la France Insoumise du centre de gravité de la gauche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est que la tendance jusqu'à présent, c'était plutôt l'inverse. C'est le fait qu'à terme, et vu les ambitions et les exigences d'une partie du peuple de gauche qui s'était exprimée auprès du vote Mélenchon, mais de manière générale dans les dynamiques sociales, la tendance était plutôt à dire un jour, on va mettre le PS en quarantaine. On l'a pas fait à la NUPES, on n'a pas fait parce qu'on a été responsable, mais attention, quoi. Et du coup, là, pourquoi arrive cette situation ? Parce que l'adversaire l'a fait. C'est ça surtout qui est, à mon avis, grave. C'est OK qu'il y ait des bastons à l'intérieur, c'est entre guillemets de bonne guerre. Nous, on leur tape dessus, eux, ils tapent sur les autres à gauche. Le problème, c'est que là, ils l'ont pas fait comme ça de leur propre chef. Ils l'ont fait en reprenant les mots de l'adversaire, à savoir l'extrême droite et la droite, avec le même vocable, de la même manière et en même temps. Ce qui, quand même dire, est un timing extrêmement dangereux qui prouve que c'est une gauche soluble au contact de la bourgeoisie, c'est ça. Et c'est sa fonction historique. Le PS, historiquement, a toujours été le marchepied des aventures fascistoïdes. Ça, c'est clair. Et il y a aussi autre chose, c'est que le PS, ce qui est vraiment détestable dans cette situation,
c'est que le PS n'a pas du tout fait d'aggiornamento sur son passé, sur son passif, pour reprendre l'expression de Mitterrand, à une certaine élection, face à Giscard. C'est que le PS, c'est quand même lui, pour parler de façon un peu crue, qui nous a mis dedans. Mais bien évidemment, qui nous a mis dedans par rapport à la bourgeoisie, par rapport à cette grande vague réac. N'oublions pas Hollande, Valls, etc. Et auparavant, Jospin, c'est quand même le PS qui finalement a fait reculer la gauche, les idées de gauche en général, qui a fait que pour beaucoup, gauche est synonyme. Mais sérieusement, pensons quand même à Valls, à Hollande, tout leur reniement, et il revient le PS tranquille, comme s'il était tout rose. Non, mais c'est lui qui est à l'origine de ce grand recul, des idées de gauche en France. Et puis fort et particulièrement bon dans l'hypocrisie, mais Valls a l'avantage d'être très cohérent. D'être très franc. Là, il y a une annonce de la fusion de la liste portée par François Piquemal et du PS. De gauche. Et Manuel Valls a immédiatement dit il faut soutenir le maire de droite sortant contre la liste du Parti Socialiste désormais, pas de la FI en alliance avec le PS. C'est absolument magnifique de cohérence. C'est vraiment la boussole qui indique la droite, Valls. C'est vraiment ça. Et du coup, il y a vraiment un jeu qui se joue sur Paris. Je pense que c'est irresponsable, mais je pense que là où c'est le plus irresponsable, c'est Marseille. Il faut pas. Oui, bien évidemment. Il ne faut pas que Marseille tombe dans l'escarcelle. Juste une seconde, pour aller dans ton sens, Valls, c'est quelqu'un qui effectivement. Il ne veut pas parler de Marseille, il veut parler de Manuel Valls. Non. Vous savez que la théorie de Valls, c'est la manifestation de 2014. Vous voulez que je vous en parle? C'était une blague. Monsieur Valls qui habitait à Barbès. Non, mais avant, parce que non, la manif d'avant. Monsieur Valls qui habitait rue de la Roquette. Mais on en parlera de cette histoire de rue de la Roquette. Mais oui, il habitait rue de la Roquette, ce que beaucoup de gens ne savaient pas. Mais ce que je veux dire, c'est la théorie de Valls sur les deux gauches. C'est ça, il existe deux gauches qui sont inconciliables. Mais il a raison, Valls. Il a raison. Mais il a tout à fait raison. Sauf que lui, il fait partie de la gauche qui amène toujours le fascisme. C'est ça, et il a tout à fait raison. C'est la gauche c'est la pseudo-gauche qui vote les pleins pouvoirs à Pétain, d'accord, en juillet 40. C'est ça, il a raison, Valls. C'est la gauche de Guy Mollet. C'est la gauche de Guy Mollet qui mène l'aventure coloniale, qui démarre la guerre d'Algérie. C'est cette gauche-là, il a raison. Et qui permet à Israël d'avoir le nucléaire, d'ailleurs. Du coup, Marseille. non, mais on pourrait parler des heures, effectivement, sur cette responsabilité à gauche. Mais bon, à Marseille, pourquoi c'est beaucoup plus irresponsable? C'est que, encore une fois, il y a une... Tu peux nous rappeler le contexte à Marseille? Bon, à Marseille, ce qui se passe, c'est que donc Benoît Payan arrive en tête pour la gauche. Il est quand même talonné par le Rassemblement national, en sachant qu'il y a une liste dissidente de droite qui semble pas être une alternative incroyable au Rassemblement national, puisqu'elle s'est fait connaître dans son débat, en l'occurrence Madame Vassal, en expliquant que Travail, Patrie, Patrie étaient ses valeurs. C'est une espèce de pétainisme transcendantal, comme dit Alain Badiou, là, qui est vraiment bien ancré dans la réaction française. Et Sébastien Delegouille arrive à 12,3 derrière, et il a fait la proposition directe de fusionner pour pouvoir ne pas laisser la ville à Marseille, la ville de Marseille aux mains de l'extrême droite. Là, l'irresponsabilité, c'est que Benoît Payan, il s'exprime très très vite hier soir, au final, très très vite après les résultats donnés à Marseille, puisque c'est des villes où c'est long le dépouillement et on vote jusqu'à 20h, et il explique que il appelle à rien du tout, ni désistement, rien du tout. Il dit voilà, si vous voulez gagner, vous votez pour moi, sinon les autres seront responsables. On est une politique de la terre brûlée, concrètement. Incroyable. Il y a un braquage. Et un chantage odieux. Pourquoi? Parce que de leur part, l'histoire, c'est de faire porter le chapeau de la division à la France insoumise. Systématiquement, à gauche, c'est vrai qu'il y a une constance. La force politique qui est considérée comme celle qui divise au point de faire perdre, elle porte une responsabilité. Les gens ont en mémoire de ça. On a plein d'exemples historiques. Donc là, leur but, c'était de faire ça. Le problème, c'est que, là, ils jouent avec le feu, là. Ils jouent avec la vie des gens à Marseille. Donc... ils espèrent aussi, sans doute, un traitement médiatique favorable. C'est-à-dire que, généralement, quand c'est pas la gauche radicale ou la gauche qui est, mise en accusation, qui est responsable d'un move anti-unitaire, le silence médiatique. Je ne sais pas, pour rappeler, aux européennes, les Verts, elle avait traité de forceurs la France insoumise
Au final, bon, ils ont pris une claque et tant mieux, le message a été dit, mais ils sont partis tout seuls en pensant se refaire une bonne santé. Et systématiquement, voilà, quand ils jouent ce jeu-là, il n'y a personne pour leur dire. Donc, ils estiment que, encore une fois... C'est encouragé, quoi. Et ça répond à la question de tout à l'heure de pourquoi le PS, il résiste bien ou quoi. En tout cas, je pense qu'il y a encore un décalage. C'est-à-dire qu'ils ont cette place à gauche du Parti socialiste dans le camp social est beaucoup plus faible qu'elle ne l'est à l'intérieur du champ institutionnel. Exactement. Ce qui est normal, lié à son investissement des années durant de cette politique d'implantation. Mais c'est toujours ça, à mon avis. Moi, quand je suis frustré de la situation politique, je me dis toujours ça. Je dis, attendez, dans le camp social, ils sont minoritaires. Il y a un décalage entre les institutions et notre camp social, mais c'est aussi normal, hein, parce que les institutions, on a toujours un rapport sceptique, un pied dedans, un pied dehors, etc. Donc voilà, et à Marseille, là, ils sont en train de faire une folie et compter sur la responsabilité, encore une fois, des gens qui vont dire, ok, on va voir ce qu'il espère dans le meilleur des cas, c'est que l'AFI maintienne sa liste et qu'il y a un vote utile qui sape en partie. C'est ça, c'est exactement ça. Et dire, regardez, ils sont ridicules, C'est ça. et j'avais raison de faire ce que je fais. Sauf C'est que ça. s'il perd, il dira, c'est la faute de la France insoumise. Ouais. Donc par rapport à ça, moi je pense que la France insoumise, enfin on n'a pas de conseil à donner, hein, mais je pense que la France insoumise, comment elle a, Si on a des conseils. non c'est pas non Pas directement. non Là, c'est à pas la c'est pas un France, conseil. On a un La- avis. Ils sont oui Voilà. un avis non non mais je dis qu'effectivement de ce point de vue il faut s'expliquer et dire qu'effectivement il se désiste. Moi c'est mon opinion, hein. Et ne pas donner au PS, c'est-à-dire à la Cette droite molle. satisfaction. Pour moi, le PS, c'est la droite molle. Hein. Eh bien, ces gens-là, et l'occasion de pouvoir encore s'en sortir en prétendant être le rempart. Moi, j'ai Mais une bon. opinion divergente, mais parce que je pense qu'on n'en est pas là. Moi, je pense, enfin, si, probablement qu'on va en être là très vite. Moi, je pense que si vous connaissez qui que ce soit qui est un militant PS de Marseille, il faut que faut aller, les pousser à mettre la pression aussi en fait dans les villes dans lesquelles en fait le PS est en train de refuser ces alliances-là, où en fait tous ces gens font les irresponsables. En fait, les militants de ces groupes politiques ont aussi une responsabilité à aller interpeller en fait leurs élus, leurs candidats, etc., et pour leur demander de faire des choix logiques. Et responsable. Donc voilà, moi je dirais Et plutôt 100% ça. dans la ligne. Delogu a fait une vidéo cet après-midi, il a dit exactement ça. Donc peut-être t'es candidate la prochaine fois. Non, mais je comprends. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous. En fait, j'en ai discuté un peu. Moi, j'ai dit un peu ça tout à l'heure sur mes réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de camarades de l'AFI qui m'ont dit comment tu peux dire ça. Et je comprends. Encore une fois, enfin, je veux dire, moi, j'ai voté FI. J'ai pas fait de surprise là-dessus. Je l'ai mis sur les réseaux, et j'ai dit genre. Enfin, en fait, quand Emmanuel Grégoire explique qu'on est antisémite, etc., moi aussi, j'ai envie de les dégommer. C'est incroyable. Mais Incroyable. à Marseille, là, encore une fois, ça se joue à un autre niveau. Et je pense surtout que même d'un point de vue cynique, mettons de côté genre la question de la responsabilité politique, même d'un point de vue cynique, en termes d'aura, un candidat FI, même qui accepte de perdre l'ensemble des postes, enfin des élus en retirant sa liste, mais ne permettant pas, et faisant son maximum pour que la ville, quand même Marseille, c'est pas Marignane, c'est Marseille, c'est une immense ville, Ouais. un symbole, ne passe pas à l'extrême droite, on a mis la maximum. Et ben, ça serait, une décision qui, à mon avis, à gauche, pour les gens qui ont le cœur battant à gauche, ça sera un signal du fait qu'on peut compter sur la France insoumise, et d'autant plus qu'on peut pas les attaquer en termes de c'est pas des gens combatifs. C'est-à-dire, le premier qui nous dit la FI est pas très combatif. Non, c'est faux. Et c'est une sorte de jugement de Salomon, en fait. C'est une sorte de jugement de Salomon, où Delogu accepte de perdre sa partie pour sauver le bébé Marseille. Ouais, l'honneur politique aussi de notre camp social. Oui, enfin, je veux dire, soit on passe notre temps à dire il y a une urgence, demain c'est le fascisme et il y a un risque réel. Soit, voilà, bien entendu, cette situation, ça doit dire, on discute, cas par cas, mais là, je sais pas, mais dans après, ce peut-être cas qu'ils précis, font pas, hein. c'est sûr, mais... Et c'est sûr, mais moi, je comptais sur le truc de les dépôts de liste, c'est pas complètement fini. Moi, c'était pas dans le cas où Parce que là, ça se maintient dans cette situation-là. Bien je sûr. disais pas, let's go, laissons le RN gagner. Ils ont Mais, jusqu'à quand pour choisir? Ils ont jusqu'à demain, 18h, 18h, et après, je crois que si tu fusionnes, il y a possibilité de jusqu'à vendredi. Il y a Payan qui a déposé sa liste aujourd'hui. oui, bah, Il a foutu, il a voilà. fait ce qu'il avait dit. Alors, je sais plus, mais ça, il faudrait regarder si. Ah, mais parce qu'ils peuvent Dans le encore, cadre d'une selon les fusion, fusions, ils peuvent Ils encore pourraient changer. rechanger la liste.
Ce qui n'est pas la même chose que le dépôt des listes. Oui, oui, je oui. sais pas. C'est ça. Je me rappelle. C'est ça, le dépôt de liste ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fusion Bon, en tout ensuite. cas, moi, dans la vie, je suis toujours pour qu'il y ait un plan A et un plan B. Je pense que le plan A, c'est la pression sur les militants PS, et le plan B, c'est le désistement. J'aime bien Lila Bon. qui est très méthodique. J'aime bien. Et Peut-être une dernière question, sauf si vous avez encore quelque chose à dire sur ça. Pas une dernière chose, c'est que c'est intéressant, c'est que les endroits où il n'y a pas de risque sur la droite, ou en tout cas pas de risque aussi tendu, mais où la France insoumise est en position, comment dire, en plus grande puissance, n'ayant pas vécu une forme de vote utile en leur défaveur, etc., le PS a fusionné. Il a fusionné quand ils savent que sans C'est ça. ce jet d'exclusion de la FI de la gauche n'est pas possible. C'est ça. Allez voir à Clermont-Ferrand, ils ont fusionné parce que sinon, il n'y a pas de ville à gauche. Et c'est pareil ailleurs, c'est pareil dans un certain nombre de villes. Les écolos l'ont fait effectivement à Lyon. Ouais. Vous avez la même chose du côté de Lorient pour les socialistes. Vous avez d'autres listes où les écolos, effectivement, ils fusionnent à Strasbourg, etc. Parce que bon, les écolos, c'est effectivement une question un peu différente. Mais même le PS a des endroits. Pourquoi Tours, à Limoges. Besançon, À Limoges. Avignon. Ouais. En Avignon. alors, juste effectivement. petite question, Paul. Revenons sur Paris. Comment expliquer les bons scores de la FI dans le 14 et 15e, qui sont habituellement pas forcément des. Enfin, à ma connaissance, Moi, le de 15e, grands la électorats théorie, c'est les de grands chambres de électorats de gauche, quoi. À 14e, quand même un peu plus. Oui, le 14e, oui, c'est vrai. 14e, Surtout vers, dans les vers cours. Pernetti, etc. C'est vrai. Ouais, puis Mais, la porte. la porte aussi, bien sûr. D'Orléans, c'est ça, ouais. Oui, oui, c'est ça. Donc pardon. effectivement, il y a quand même des Le implantations 15e. plus populaires. Le 15e, j'ai du mal à. Il y a de l'habitat Moi, j'ai populaire. une théorie. C'est peut-être de l'habitat populaire qui est dans le 15e. Non, moi, ma théorie, c'est qu'à Paris, là où il y a des bourges, il y a des chambres de bonne. Et il y a des gens qui vivent dans les Oui, bourges. oui, Bon, mais c'est d'accord, une mauvaise mais- théorie. C'est de la sociologie Non, non, de bas étage, mais... Mais effectivement, je connais vraiment pas assez le 15e, Ouais, ouais, qui ouais. a l'air d'être assez résidentiel. Ah ouais, et moins- c'est ça, Mais je c'est crois- calme, Je me disais que c'était peut-être parce qu'il y a de l'habitat populaire aussi dans le 15e. Il y a aussi quelques grands ensembles. Mais peut-être ma dernière question, c'est les présidentielles, c'est dans pas si longtemps que ça. On a déjà un petit peu parlé du lien municipal-présidentiel. On a dit que c'était pas la même élection, mais quand même, je pose la question. Qu'est-ce que ça nous dit? Quels signaux ils sont envoyés pour l'élection présidentielle qui nous attend? Est-ce que c'est plutôt positif, plutôt négatif? Ben, Ouais. Ou est-ce que ça a vraiment Moi, rien je pense à voir que et ça ne dit strictement rien? Moi, si on part du principe qu'il y a un petit lien entre les deux, la destruction, l'annihilation du camp macroniste, je pense que ça nous dit quelque chose en fait sur la polarisation. Et ça, pour le coup, je pense que ça reste quand même un indicateur pour la présidentielle du fait qu'en fait c'est possible, c'est complètement possible en fait qu'il y ait un second tour RN-LFI. Voilà. Enfin, ça confirme, ça, ça confirme cette option-là, moi je trouve, Excuse-moi, de quoi au présidentiel. Je trouve Ah. que ça confirme cette option-là. Donc tu rejoins notre ami Christian Barbier, non, je plaisante, qui dit que c'est une pré-présidentielle, cette élection. Bah, je pense que il y a des indicateurs sur la polarisation politique. Ouais, Mais ça, c'est clair. après, je pense. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, effectivement, si on veut être optimiste, on peut se dire que dans le cadre de la réorganisation de cette tripolarisation politique, dans un contexte défavorable et particulier qui est celui des municipales, la France insoumise a montré qu'elle était partie prenante de la gauche à des endroits extrêmement centrales et inévitables, malgré le fait que c'est pas le lieu dans lequel elle peut faire la plus grande démonstration de sa puissance. Donc, Ouais, c'est de ce vrai. point de vue-là, on peut se dire, effectivement, c'est bien joué. Deuxième signal, et sur cette base de comment se répartit en intérieur le combat, ça veut dire qu'on va se taper encore une fois, je veux dire, la démonstration qui a été faite en 2017 et 2022 que la France insoumise était le cœur central du camp social. On va être nécessairement obligé, d'une manière ou d'une autre, avec une candidature antifasciste, j'en sais rien, rassembleuse de ce camp-là, obligé de la faire une troisième fois. C'est-à-dire que la bourgeoisie de gauche, la gauche bourgeoise, que ce soit les écolos ou les PS, ça leur a pas suffi 2017, 2022, et qu'ils font la démonstration qu'à chaque fois qu'ils trouvent une manière, encore une fois, déformée de la réalité, de mettre en avant qu'ils ont une bonne santé, qui est en fait toute relative, ils vont rejouer cette option, et que ça veut dire qu'on va s'attaquer à une campagne présidentielle où les 6 premiers mois vont être marqués entre les trucs de la primaire et de la secte des inutiles qui n'existent que par le mot unité, et de l'autre côté ces vieux appareils, 6 mois de sape
constante ouais. de toute tentative à gauche de faire une candidature un peu solide. Non, c'est grave. Mais ça veut dire que l'enjeu, c'est le terrain. L'enjeu, c'est de dire, tous ces gens-là qui viennent d'être élus pour la FI, etc., il va falloir qu'ils soient très vite à la manœuvre pour être des points d'appui, pour construire localement, avec les gens localement, des dynamiques. Et surtout, dernier mot, et j'arrête là-dessus, sur l'abstention. Effectivement, nous, c'est notre grand enjeu. Mais oui. Et là, il y a c'est ça que je deux retiens, chercheurs, notamment, qui travaillent des fois avec la Boétie, ou qui travaillent sur l'abstention. Il y a Vincent Tibéry, qui avait travaillé sur la droitisation de la société française, et Tristan Haute, qui est un spécialiste du vote, qui, eux, travaillent sur l'abstention et montrent que si l'abstention n'est pas entièrement constituée d'électeurs de gauche, la part de gens qui sont susceptibles de soutenir une gauche de combat, de rupture dans l'abstention, elle est supérieure à celle qui nourrit l'adversaire. Exactement. Donc ça reste un enjeu. Ça, on le sait, ça Oui. c'est clair, c'est clair et net. Moi, j'en suis convaincu que l'enjeu là, c'est l'abstentionnisme. De toute façon, on le sait déjà, mais moi, ça me fait une petite piqûre de rappel de c'est pas gagné. Franchement, c'est pas gagné. On voit qu'il y a un très bon élan pour la France insoumise. Mais franchement, il y a du boulot autant sur l'abstentionnisme, même sur le truc où, oui, c'est acquis que la France insoumise a les banlieues. C'est Non, pas acquis. non, pas du tout. Non. Il y a du boulot sur les campagnes, les petits blancs. Il y a du boulot aussi. Moi, je pense qu'il y a vraiment des chantiers pour la présidentielle. C'est chaud, hein. mais absolument. Moi, je suis vraiment... bon, alors... En même temps, je vais pas faire mon puriste, moi qui ai voté pour la première fois de ma vie, à la présidentielle pour Mélenchon et ensuite législative, etc. Mais donc il y a très peu de temps que je suis un citoyen de ce pays, enfin un vrai citoyen de ce pays. De la République. Sauf que les raisons pour lesquelles je votais pas, c'était pas du tout une désaffection pour la politique. Au contraire, c'était peut-être un surinvestissement dans le politique et l'idée qu'effectivement, les élections, c'était encore une fois ce que pensait le PC avant qui rentre dans ce schéma électoral, c'est que finalement ça changeait pas grand-chose et surtout il n'y avait pas de candidat intéressant. C'était surtout cela. Donc ça ne veut pas dire que je suis converti. Je pense toujours que ce système n'est pas bon. Je pense toujours que profondément, au niveau des, je suis pas du tout pour ce système électoral. Il y a aucun problème. Mais on joue le jeu. C'est le seul moyen aujourd'hui, à moins d'une révolution, d'une insurrection à laquelle je ne crois pas pour l'instant en tout cas. D'accord. Eh bien, c'est la seule façon d'essayer de changer un petit peu les choses et d'empêcher l'arrivée de la bête immonde au pouvoir du fascisme. Parce que les gens ne savent pas. Pour beaucoup, c'est un mot simplement. Mais c'est pas qu'un mot. Pour certains qui l'ont vu un petit peu, c'est pas qu'un mot, le fascisme. Donc je dis que il faut absolument convaincre les gens de s'inscrire sur la liste électorale, de leur expliquer à quel point c'est dramatique et qu'ils vont porter une responsabilité. Mais vraiment, parce que et qu'on a une opportunité. Alors la FI, c'est pas uniquement simplement pour empêcher le fascisme. Je suis contre cette idée. C'est que les propositions même que fait la FI peuvent réellement changer la vie. C'est pas. Alors attention, c'est pas un programme dingue, c'est pas un programme bolchevique. On est bien d'accord. Tu crois que c'est pas la voie démocratique au socialisme ? Comment ? Tu penses pas que c'est la voie démocratique au socialisme ? La voie démocratique au socialisme, ça c'est un mot qui me fait... C'est une expression qui m'amuse un petit peu. Mais en tout cas, non. Dans le contexte d'aujourd'hui, on le sait bien, le programme de l'AFI n'est même pas au niveau du programme commun, etc. On est bien d'accord. Mais à chaque période... C'est sa problématique. C'est un peu bête de dire ça. La problématique d'aujourd'hui, l'option aujourd'hui, c'est la FI. À un autre moment, ça aurait été différent. Donc ça, c'est une chose que je voulais dire. Donc, les inscriptions sur les listes électorales, absolument, les amis, mais faites-le autour de vous, c'est dramatique, on n'a pas droit à l'erreur. C'est dernière sortie dans l'autoroute avant le fascisme. Mais il y a aussi autre chose, c'est l'extrême gauche. Et le cas de Saint-Denis, d'ailleurs, est assez éloquent, on n'en a pas parlé. Mais à Saint-Denis, comment il s'appelle, la Révolution permanente, à toute ma sympathie, la question n'est pas là au niveau des idées. On fait partie du même camp de la gauche, il n'y a aucun souci. Ils ont eu de très bonnes positions, etc. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est pas un problème de position, parce que la politique, c'est pas des positions. La position, c'est on reste statique. La politique, bien sûr. Donc, les positions, défendre ses positions, c'est déjà une mauvaise expression. On doit défendre une dynamique, une politique. Et une politique, c'est tout sauf une position. On n'est pas dans une guerre de position. Et ce que je veux dire, c'est que moi, je suis
personnellement, je suis pas du tout favorable à ces candidatures d'extrême gauche, parce que imaginons que Révolution Permanente ait fait 8% ou 9% à Saint-Denis, il ne passait pas au premier tour, parce que c'est évidemment le même électorat, évidemment, qui vote Messi, Révolution Permanente et la FI. Il n'y a pas de grande différence. Et imaginons que, effectivement, la candidate de RP fait 8%, il est possible que notre ami Bali à Saint-Denis n'ait pas pu passer du premier tour. Et après, dans le deuxième tour, il y a toujours une incertitude. On ne sait jamais comment ça se passe. Oui, mais je pense que c'est le fait qu'ils aient un appareil de parti qui rentre en contradiction avec ça. Quoique moi, au début, j'avais compris que RP, ils tenaient la position, justement, ils critiquent la France Insoumise sur leur électoralisme et qu'eux, ils sont pas dans l'électoralisme. Mais au final, j'ai l'impression qu'ils sont... Mais ils vont aux élections. Voilà, mais c'est comme Hello, ça sert à rien. Donc là, je pense que c'est moi qui avais mal c'est pour compris défendre, eux, ils pensent que c'est la voix ouvrière, mais oui, mais là, ils ont des places au conseil municipal, donc c'est pour ça que je dis ça rentre en contradiction avec leur appareil de parti où ils veulent avoir des places dans les conseils municipaux. Tout mais ça, ils auraient pu s'entendre avec la FI. Moi aussi, je trouve que chacun sa place et que la période est tellement compliquée que laisser la France Insoumise faire le taf là. En tout cas, juste pour faire un truc sur le chat, effectivement, là où ça a été plus dommageable, c'est qu'à Bordeaux, quand la FI était avec le NPA, la dernière fois, il y avait une liste combative qui a fait 10-11%, qui a permis d'avoir des conseillers municipaux. Cette fois-ci, la FI a fait 9,6%, le NPA 4,5%, et ils ont le maire sortant écologiste, alors qu'il est talonné par le macroniste, a refusé de fusionner avec eux. Et donc, il n'y aura pas d'élu de gauche, on va dire, radical au conseil municipal, du fait d'une division entre la FI et le NPA, ce qui est dommage. Mais moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi ils sont pris la tête, je sais pas. Après, voilà. Bon. Mais non, parce que... Chloé, oui, c'est bien qu'Elsa Marcel elle soit au conseil, mais bon, en fait, nous, on regarde le truc de façon plus globale et stratégique, et on se dit, oui, mais en fait c'est un monde idéaliste où, oui, chacun peut tous y être à notre place. Mais vous avez vu commencer les élections c'est vénère, hein, tu peux te faire têche. Oui, alors c'est bien que... on aura toute notre place et tout. Ben, moi aussi, je vais postuler, moi aussi, je vais gratter 4%. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Mais alors... Moi, je débat souvent avec les camarades de RP sur le média. Mais oui, moi aussi, je me présente. Vous ne savez pas, je me présente aux élections, les amis. Toi, t'as rien Ah dit. oui, absolument. Après, là où nous, Non, dans moins 4 villes à la fois. Mais en vrai, là, de façon, notre position, elle est plus simple parce que nous, on a un média, on s'en fout. Mais si on était dans un appareil de parti, peut-être qu'on rentrerait aussi dans ce genre de truc, tu vois. Mais juste pour dire pour Saint-Denis, oui, c'est bien que Elsa Marcel soit au conseil municipal, mais ça aurait pu être négocié avec la FI. Ils se sont vus, mais ils ont refusé apparemment. Qui a refusé? Bon, allez. La FI a proposé, apparemment, ils ne se sont pas mis d'accord. Donc la FI a proposé. Donc voilà, je veux dire, donc il y avait une façon pour que RP soit au conseil municipal, c'est qu'effectivement de s'entendre avec la FI avant. Ils jouent pas le même rôle et ils n'ont pas fait perdre la FI. Oui, mais on peut comprendre qu'ils, quand on essaye de s'implanter et de jouer une élection. Moi, je pense quand même qu'en fait, de toute façon, ils participent d'une dynamique qui sera positive. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je regrette. Non, parce que s'ils passaient pas au premier tour, on ne savait pas comment ça serait passé au second tour, je veux dire. Bon, en tout cas, on nous fait des grands signes pour nous dire qu'il faut qu'on s'arrête. Donc là, d'accord. Je vous propose de vous moquer d'un mec. Avec plaisir. Abou Estrosi. La machine arrière sur. Attends, c'est pas le vrai, on est d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, c'est génial, oui, c'est vrai. Auprès de la communauté. Ah, ce rythme, Estrosi. Non, mais c'est un scandale. Moi, je peux vous dire, mes parents ont fait la campagne à Nice, ok. Ils sont retraités, ils se sont fait insulter en allant donner des tracts pour la liste soutenue par la France Insoumise. Mes parents, ils sont venus me voir quand j'habitais en Palestine et ils sont à Nice. Il y a une petite manif palestinienne, mais c'est la plus constante depuis le 7 octobre. C'est-à-dire que tous les samedis, depuis cette date, il y a une manifestation. Et c'est une manifestation où vous avez souvent des gens qui viennent vous insulter ou klaxonner. On va dire, bien sûr. C'est difficile. Et la mairie a particulièrement été détestable. C'est-à-dire que c'est la plus longue en termes de constance, mais les 10 premières, je ne sais plus exactement le nombre, ont été absolument interdites. Et il a fallu une bataille rien que pour obtenir de manifester à la petite centaine de gens qui viennent. Donc vraiment, la déchéance, c'est notamment la France Insoumise qui a mené les actions aussi au niveau administratif pour faire retirer le drapeau d'Israël de la mairie. Et vraiment, ça se voit que Christian Estrosi... Non, mais j'arrive pas à comprendre. Cette tradition fasciste qu'il y a à Nice, parce que on parlait de médecin, Jacques Médecin. Vous savez que c'est Jacques Médecin qui a donné le... Oui, je termine juste. Vous savez que c'est Jacques Médecin qui a servi de modèle pour le personnage du beauf, de Cabu. Quand Cabu a dessiné le personnage du beauf,
eh bien, qu'a bu Charlie Hebdo, à l'époque où Charlie Hebdo était un journal lisible, eh bien, bon, il l'est plus tellement, évidemment, mais Cabu, il a pris comme modèle le personnage de Jacques Médecin, qui avait jumelé sa ville à l'époque, qui était le Gros Beauf, c'est chasse, pêche, tradition, qui avait jumelé la ville avec la ville du Cap en Afrique du Sud, mais c'était une dinguerie, et déjà aussi avec une ville israélienne, hein. Mais c'est ça. Nice, c'est terrible cette ville. Je ne sais pas comment on pourrait faire, mais je pense que la dernière ville à devenir l'AFI, si jamais l'AFI devait être hégémonique, ce serait Nice. Ouais. Ils ont. Chers J'aurais voulu amis, dire. merci beaucoup pour cette superbe discussion. Merci Paul surtout. Merci hein. beaucoup Merci à Paul beaucoup, Lélec. Paul. Ça Merci fait à longtemps vous. qu'on t'avait pas vu, je suis très Ouais, contente ouais, et ouais. j'espère qu'on te reverra bientôt. Inch'Allah. Voilà, bientôt, franchement.